Hello boys and girls and welcome on Clone Wave the Show. On n'avait jamais vu ça. Alors que chaque été le planning cinéma est synonyme de sortie en chaîne de gros films américains, cette année 2011 aura vécu un véritable tsunami avec pas moins de 2 blockbusters chaque semaine environ. Chaque studio voulant sa part du marché, il ne se limite plus à produire un seul gros film pour la saison, et malgré une multiplication de projets reprenant des œuvres déjà existantes, ce raz-de-marée prouve bien quelque chose: America is back! Oh yeah! Si l'Amérique est une terre de cinéma sans aucune mesure, c'est parce qu'elle a su nous faire rêver durant des années en employant son histoire moderne pour mieux la faire passer à l'état de mythe. Les films qui nous intéressent ce mois-ci s'amusent avec ces derniers, en les déstructurant pour mieux les déformer et les réécrire, en y injectant une bonne dose d'imagination et de fantaisie. Une série d'Uchronie en quelque sorte, dans laquelle nous verrons notamment que la Seconde Guerre mondiale a vu naître le premier des super-héros. Vous allez découvrir que la zone 51 et les secousses boulantes, ce ne sont rien que des bobards, mais en revanche les extraterrestres existent bel et bien, et ce depuis le Far West. Et enfin, à trop vouloir jouer les yeux, on finira par soulever la nature contre nous et à devenir les nouveaux primates. You have no idea what you're dealing with. Au travers de ces histoires folles donc, nous allons voir ce qu'est devenu le rêve américain, et si celui-ci est toujours autant d'actualité. Rogers, Steven. Just give me a chance. Sorry, son. I'm saving your life. Soldats, au rapport! Nous voici aux prémices du conflit le plus ravageur que l'humanité ait pu connaître, face à une armée nazie féroce et riche en secrets macabres. Mais alors que l'Europe est à feu et à sang, nous pouvons compter sur le premier super-héros de l'histoire pour nous sauver, puisqu'avec Captain America The First Avenger, vous allez redécouvrir la Seconde Guerre mondiale à la sauce Marvel. Et accessoirement une affiche française toujours aussi pourrie. Dernière pierre de l'édifice Marvel Studios avant le grand projet The Avengers, ce Captain America était pour le moins attendu, avec énormément de curiosité pour pas mal de raisons, et avant tout pour le caractère sacrément casse-gueule de l'entreprise. De la même manière qu'on voyait mal comment Kenneth Branagh parviendrait à retranscrire les aventures du dieu nordique Thor sur grand écran, la perspective de voir les agissements de ce super soldat arborant fièrement les couleurs du drapeau américain laissait présager du pire, le risque de voir un parangon de patriotisme exacerbé étant très fort. D'autant que pour le coup, les deux précédents films du studio n'étaient pas des réussites, loin de là, et ce malgré ce qu'on a pu dire ici même sur un Iron Man 2 dont le scénario chaotique ne pouvait rien faire malgré notre affection pour le personnage. De plus, l'annonce du Rocky tenu par Chris Evans, celui-là même qui avait fait partie des 2 navets intégraux sur les 4 Fantastiques, ne nous aidait pas des masses quand on se souvient de sa prestation en tant que torche humaine. Enfin, le fait que la réalisation revienne à Joe Johnston n'était pas de bon augure, surtout après son catastrophique Wolfman, dont l'échec tient principalement à une production plus bordélique tumeur qu'a dû porter le cinéaste comme un boulet du début à la fin. Pourtant, si le réalisateur de Jumanji, Chérie, j'ai rétréci les gosses ou encore Jurassic Park 3 n'enchantait pas vraiment les cœurs pour l'adaptation des origines de Steve Rogers, c'était sans compter sur le passé du bonhomme et un de ses films en particulier, contenant à lui seul la quintessence de ce que deviendra Captain America, j'ai nommé Les Aventures de Rocketeer. Film datant du début des années 90 et adapté d'un roman graphique célèbre de Dave Stevens, Rocketeer compilait déjà les éléments qui caractériseraient le film d'aujourd'hui, avec l'ambiance Seconde Guerre mondiale couplée à une technologie rétro-futuriste, comme un héros à l'apparence somme toute étrange, et méritant un minimum de recul dans le traitement pour lui donner du charisme, le tout dans un récit d'aventure teinté d'espionnage, à grands coups de traîtres nazis et de complots sordides. De la même manière que le Darkman de Sam Raimi allait servir de film matrice pour ses Spider-Man, ce Rocketeer posait en réalité Joe Johnston comme un candidat idéal pour Captain America. Destin aura donc eu raison de le choisir, d'autant que le résultat est à la hauteur des espérances et bien au-delà. La première grande réussite du film, c'est de ne pas s'être plié au diktat du studio Marvel et de raconter les origines du personnage comme il se devait, en ancrant intégralement l'histoire durant la période de 39-45. Plongé dans une reconstitution très soignée, on suit donc le parcours de Steve Rogers avant sa fameuse opération, ce qui permet à Johnston et à Chris Evans de poser le personnage et de montrer qui il est avant tout, à savoir un jeune homme au passé difficile et désireux de servir son pays. Cette introduction nous lie directement avec ce drôle de personnage, humble, courageux et terriblement attachant, nous permettant de le suivre sans souci dans les aventures qui vont lui arriver après l'injection du sérum qui fera de lui le symbole d'une nation.
Et aventure est un mot bien choisi car avant même d'être un énième film de super-héros, Captain America est avant tout un film d'aventure à l'ancienne, ne reniant aucunement un précieux héritage composé d'œuvres telles que la trilogie Indiana Jones ou les premiers James Bond. Véritable fils de l'école Spielberg-Lucas, avec lesquels il a collaboré sur les effets spéciaux de la trilogie Star Wars et des Aventuriers de l'Arche perdue, Joe Johnston fait partie de ces conteurs d'antan, ayant compris il y a bien longtemps qu'il faut d'abord des personnages attachants et une histoire menée tambour battant pour faire du grand divertissement. Une recette renvoyant au fameux serial de l'époque et à laquelle Captain America rend constamment hommage, tant le rythme du film est savamment dosé sans rien négliger au passage. Ainsi retrouve-t-on un univers excellemment bien travaillé dans sa direction artistique, le mélange entre rétro et technologie avant-gardiste passant parfaitement, grâce à des scènes introduisant chaque élément fantastique juste ce qu'il faut, pour qu'on ne vienne pas remettre en cause la viabilité du monde dans lequel on est, ayant qui plus est dans une ambiance savoureuse et au charme indéniable. Le vrai moteur du film s'avère être tout de même le personnage de Steve Rogers, pour la simple et bonne raison que contrairement à la majorité des autres films contenant des super pouvoirs en folie et des bonhommes en collant, ce Captain America là fait preuve d'un héroïsme simple comme on n'avait plus l'habitude d'en voir. Il n'est pas question d'explorer les facettes les plus sombres d'un homme torturé par ses démons, ni d'utiliser un homme en armure pour laisser son acteur principal faire son one-man show, mais de mettre en scène la figure du héros dans ce cas-là de plus classique, de plus pur et finalement de plus honorable. Ainsi, Joe Johnston rend son personnage charismatique et iconique à souhait sans tomber dans la parodie. Il nous embarque dans des péripéties pavées de moments de bravoure réjouissants comme on en voit seulement dans les comic books, d'autant que la présence d'un groupe de soldats appelés les Howling Commandos donne une dimension film d'équipe fort plaisante. Face à un héros, il faut forcément une menace précise, et la retranscription du célèbre ennemi juré du Captain, à savoir le scientifique nazi Crâne Rouge, se révèle tout aussi convaincante par la qualité du maquillage et du jeu de l'excellent Hugo Weaving, célèbre agent Smith de la trilogie Matrix et grand acteur malheureusement sous-utilisé à Hollywood, qui parvient ici à camper un accent allemand parfait et ne tombant pas dans le cliché habituel. Les autres personnages secondaires ne sont pas en reste, puisque le mentor du héros joué par Stanley Tucci se révèle aussi touchant que la morale qu'il inculquera à Steve Rogers, tout comme Hayley Atwell parvient à être le personnage féminin du film, tout en ayant une vraie importance dramaturgique avec du caractère, évitant le stéréotype de la sempiternelle potiche. De la même manière, Joe Johnston parvient à s'attaquer au patriotisme américain juste ce qu'il faut sans trop le tourner en dérision, et mène son œuvre avec un premier degré salutaire du début à la fin, le long métrage ne manquant pour autant pas d'humour et de répliques bien trempées, à l'instar de quelques clins d'œil malins à ce bon vieux Indiana Jones, dont on renoue ici avec la saveur dans de nombreuses scènes. La figure importante que représente Captain America impose sans en faire des caisses dès sa première intervention sur le terrain, et on s'étonne même de voir les images les plus importantes de la bande dessinée parfaitement intégrées au récit, tout comme on voit l'impact qu'a eu le comic book d'origine à sa sortie directement dans l'œuvre. Tandis que la musique d'Alan Silvestri illustre à merveille ces images, le film prend toujours le temps de laisser poser son histoire, emprunte par moments un montage de journal de guerre old school pour donner du cachet aux actions de ses protagonistes, et intègre comme il faut l'univers Marvel sans que cela soit incompréhensible pour quiconque regarde la chose sans avoir jamais vu les autres prods de la maison aux idées. On pourra tout de même reprocher par moments au long métrage d'accélérer un peu trop vite, ou à Johnston de faire un travail extrêmement propre et rodé sans éclat de génie, tout comme certains clameront la soi-disant connerie de la chose alors même qu'au fond, ça n'est pas plus bête que des milliardaires se déguisant en chauves-souris ou fabriquant des armures à laser. Mais cela n'empêchera cependant pas tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant ou qui aiment simplement les vrais héros de prendre leur pied devant un film dégueulant d'amour et de compréhension pour la figure qu'ils revisitent. You quite finished, Mr. Stark? I'm sure the captain has some unfinished business. What do you think? Yes, I think it works. Outrepassant son apparence d'énième péloche de super-héros pour être en réalité un film d'aventure à l'ancienne n'ayant par moments rien à envier à Indiana Jones ou Star Wars, Captain America se révèle être un grand divertissement humble et honnête, proposant ni plus ni moins qu'un spectacle au charme indéniable et aux personnages sympathiques, tout en évitant avec malice les nombreux pièges se présentant à lui, grâce à une connaissance parfaite de l'œuvre originale. La mission était osée, mais elle est réussie, posant ce First Avenger ni plus ni moins comme le meilleur film de super-héros qu'on ait pu voir depuis les Spider-Man de Sam Raimi. Après ça, Joe Johnston et Chris Evans méritent la médaille. Et évidemment le... Hey! You're late. Oh, nobody's perfect. Et voici, paf, téléportation, arrivé chez Marc. Bonjour. Nous allons, avec Marc, continuer à explorer la mythologie américaine pour un espèce de choc des titans, puisque nous allons parler de cow-boys contre envahisseurs. Alors
la grande question, c'est Cowboy contre Alien, ça pose un peu le programme. C'est un côté, on se dit, il va y avoir un western, de l'autre côté, il va y avoir un film de science-fiction. Au final, c'est plus l'un, l'autre, les deux. Comment ça se passe? En fait, c'est plus un western, et ça, finalement, les envahisseurs ou les aliens auraient pu être remplacés par n'importe quoi d'autre. C'est une menace qui vient déranger un village. Alors là, elle vient du ciel, elle est technologique, c'est un peu particulier, mais ça reste juste une menace, et du coup, le film est surtout un western. C'est une des qualités du film, c'est que c'est un bon western, avec une très bonne ambiance western, une bonne musique de western. C'est un duel? Non, il n'y a pas de duel. Il n'y a pas de duel, mais il y a une bagarre de saloon, par exemple. Classe. Ça m'a fait penser un peu dans l'ambiance à du western propre. Donc plutôt Retour vers le futur 3, où ils sont tous habillés en cow-boy avec des fringues chic, des gros flingues à la ceinture, tu vois, ce genre de choses. Plutôt que du Clint Eastwood où ils sont tous dégueulasses. Un truc genre 3h10 pour lui-même, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit côté, je vais citer une merde, mais un petit peu à la Mystère de l'Ouest, le film avec Will Smith aussi. Là, tu ne parles pas en faveur du Jon Favreau. Non, mais c'est un peu le même genre d'ambiance propre en fait, c'est ça surtout. D'accord. Du coup, on est dans le grand classique, quoi. C'est un petit village, il y a un shérif qui est vaguement aux abonnés absents, il y a évidemment un propriétaire terrien qui fait un peu régner sa loi sur l'ensemble du truc. Il y a le patron du saloon qui a un rôle un peu spécial. Donc ils investissent vraiment les codes du western et c'est pas bâclé en 30 minutes. Ah non, carrément pas. Au contraire, c'est vraiment, ils prennent bien leur temps au début, c'est très propre, on est vraiment dans le western carrément, quoi. D'ailleurs, les gens, ils se prennent pas trop la tête sur ah oui, des créatures qui viennent du ciel, qu'est-ce que ça pourrait être, inquiétons-nous. Ils se posent pas trop de questions. Alors, le but c'est débuter. Voilà, c'est du western pur, de la même manière que s'il y avait eu, je sais pas, une armée mexicaine qui déboulait, ils auraient pris ça exactement de la même manière. Niveau scénario, ça vaut quoi? Parce que apparemment le comic book dont c'est adapté a une très très mauvaise réputation, quasiment tout le monde s'accorde pour dire que c'est une horreur absolue. Donc est-ce que le scénario du film tient quand même la route? Alors d'abord, le scénario du film est librement inspiré du comic. Ils sont partis de la couverture du comics, où on voyait un cow-boy sur un cheval poursuivi par un vaisseau pour construire le film. Moi je l'ai pas lu, mais a priori ils se sont fait plaisir avec ça. On commence sur Daniel Craig amnésique, qui se réveille au milieu de nulle part avec le fameux bracelet à son poignet, et qui petit à petit va essayer de recouvrer la mémoire. Donc il se rend dans ce village où il est un peu désorienté sans trop l'être. Il se rend vite compte qu'il n'a pas tout perdu, quoi. Il a oublié son passé, mais il n'a pas oublié tout. Il sait toujours se battre. Il sait toujours se battre. Comme toujours. Carrément, d'ailleurs. Il est très très bon au combat rapproché. Et la première scène du film, quand il se réveille, il est attaqué par des mecs qui veulent le dépouiller, et c'est assez impressionnant comment il arrive à se défaire de ces mecs. Il a gardé la poigne de James Bond, ah ouais, carrément. Bourrin. Carrément, il est complètement bourrin, ça fonctionne très très bien, il est vraiment très sérieux, très droit, Moi, j'adore ce mec, je trouve qu'il a un rôle magnifique. Donc d'un côté on a le charisme de James Bond, et en face on a le charisme de Indiana Jones. Ouais. Donc c'est un deuxième choc des titans après les Cowboys et les envahisseurs. C'est d'autant plus un choc des titans que Harrison Ford, ses derniers films, c'était pas non plus la joie. Donc là, il a vraiment un rôle où il peut se permettre d'avoir de la classe, pas à la Indiana Jones, parce que le personnage est un peu méchant, c'est un rôle assez différent de ce qu'il a joué jusqu'à présent. Il est vraiment rustre, et moi j'ai beaucoup aimé la manière dont il déroule son personnage. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien du début à la fin. Donc ils vont pas dans le clin d'œil et ils arrivent à le détacher finalement de ses rôles mythiques, quoi. Ouais, carrément, il fait pas du tout. Pourtant, il a quand même pas le même genre de costume, mais bon, avec le chapeau, le cuir, ça pourrait faire penser. Et en fait, pas du tout. Il arrive à se détacher d'Indiana Jones, et ça fonctionne très bien. Et il s'offre tous les deux, trois scènes de face à face qui sont vraiment excellentes. Le problème du film, c'est que c'est assez cousu de fil blanc en fait. Il a le défaut que, passé la première demi-heure, t'as à peu près deviné les grandes lignes, tu sais à peu près qu'on verse dans la facilité, qu'on verse dans le cliché, qu'il va forcément y avoir un happy end. Une fois que le truc est planté, tu te dis, bon bah ok, c'est très sympa, l'ambiance est très bien, les acteurs sont excellents, on passe un bon moment, mais je sais déjà tout. Donc là, est-ce que l'affrontement concret entre les cow-boys et les envahisseurs, il vaut le coup? Ou on a déjà vu mieux cette année et c'est pas de la grande scène d'action? Alors moi je trouve que les premières scènes sont bien, l'attaque du village est bien,
Les quelques scènes où ils se croisent, c'est bien fait. Moi j'ai bien aimé ces scènes-là. Je trouve que le combat final est un peu fouillé. C'est très long d'abord. Ça dure bien 25 minutes facilement. C'est spectaculaire, il y a de bons passages. Il y a des passages faciles, des trucs évidents. On se doutait que tel mec allait apparaître à tel moment parce que tant qu'on était tellement dans la prévision depuis le début qu'on devine le truc. Moi je trouve que c'est un peu bordélique dans la manière de monter, de réaliser. J'ai trouvé ça un peu confus. D'accord. Parce que le truc, c'est quand on voit les images, ils ont quand même évité le cliché de la soucoupe volante, mais le design et l'apparence des aliens n'a pas l'air folle, quoi. Non, moi ça m'a fait penser à un mélange entre les créatures de la série Falling Skies et le monstre de Super 8. Un peu cette espèce de tendance qu'on a en ce moment de prendre la créature de Roswell avec ses gros yeux et son menton pointu et d'en faire un truc énorme et monstrueux. Ça a pas vraiment d'importance en fait. Voilà, le but c'est plus de suivre leur quête à eux et la manière qu'ils ont d'arriver sur place et tout ça, plutôt que les extraterrestres en eux-mêmes qui n'ont pas vraiment d'intérêt en soi, quoi. Donc au final, ça reste un western avec des extraterrestres et pas un film de science-fiction avec des cowboys. Ouais, carrément, c'est ça. Pour moi, c'est surtout un western. D'accord. Et donc ça s'ouvre pour toi un grand public ou ça reste, parce que ça fait quand même très film plaisir coupable de geek, donc c'est très ciblé ou finalement ça arrive à faire son divertissement Non, moi je pense que c'est du cool, divertissement très cool, estival, d'été. Bon, il y a ce problème de scénario, moi, qui me gêne un peu. On a un peu trop l'impression de deviner, et c'est vrai que quand on s'est tapé pas mal de blockbusters, on commence à connaître un peu les ficelles de l'histoire. Mais sinon, ouais, c'est carrément un blockbuster cool, qui est accessible à tout le monde, et... pas mémorable, mais... Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est pas gigantesque, c'est pas génial, c'est pas la claque du premier Iron Man, pour faire une comparaison avec un autre film de Favreau. Mais c'est bien. Moi, j'ai passé un bon moment. On devine le truc, mais après tout, bon, c'est pas très grave, quoi. Écoute Marc, je te remercie pour nous avoir éclairé sur Cowboy Aliens, et maintenant je vais continuer mon exploration de la mythologie américaine en te serrant la main et en m'en téléportant une fois de plus. Marc, à bientôt. Ciao. Meet Chimp 9. We gave him a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. Alex, où sommes-nous ? Victor. Je ne sais pas. Nous sommes dans la jungle. Dans la jungle un petit peu urbaine, dans une jungle avec un énorme singe, et Voilà. pour cause, puisque nous allons parler de La planète des singes. les origines. Donc La planète des singes, c'est un film qui date de 1968, qui est adapté d'un bouquin d'un Français. C'est un classique de la SF. C'est un classique de la SF, c'est un Français qui l'a écrit, donc ça a été adapté au cinéma avec Charlton Heston en rôle titre. Ensuite, il y en a eu. Après, c'est hyper bordélique. Donc leur truc, c'est qu'ils abandonnent complètement tout ce qui avait été fait sur la saga. Tout ce qui a été fait, même Burton, Et reviennent parce à qu'à la base, on parlait plutôt d'un préquel de Burton. Ouais. Une question qui me tente quand même, c'est quand on voit la bande des origines, on se dit ok, donc on a un mec qui a trouvé l'invention super, qui va révolutionner la médecine, on a un qui lui dit non attends c'est mal ce que tu fais, en fait c'est la révolution. On a vraiment l'impression d'avoir vu ça 40 000 fois. Donc, est-ce que le film est prévisible? Est-ce que c'est une surprise? En fait, le film, il y a deux gros défauts au film. C'est tout d'abord les personnages principaux. Parce qu'en gros, Freda Pinto, aussi jolie soit-elle, elle sert vraiment à rien. C'est une récurrence du personnage féminin en ce moment. Ouais, voilà. Elle joue vraiment la grosse potiche. En plus de Freda Pinto, t'as Brian Cox, William Stryker de X-Men 2, qui lui gère en fait le centre des singes et qui est assez inutile. Il y a Tom Felton dedans. Donc là en fait j'ai un peu l'impression que les scénaristes l'ont filé le scénario en lui disant tiens tu joues Drago Malfoy. Voilà. Donc on le voit. Il ne sait jouer que Drago Malfoy. On le voit une demi-heure et c'est vraiment une catastrophe, quoi. Il surjoue, il fronce des sourcils, il est très méchant. Il m'a parfois fait un peu penser, je suis peut-être un peu méchant, à Hayden Christensen dans Star Wars épisode 3. La classe. Tu vois, la grande classe. tu vois les regards méchants Tu qu'il me peut lancer. donnes envie de voir la planète des singes, tout ça. Ouais. Qui a ça comme premier défaut, et comme deuxième, comme tu disais, c'est vrai que c'est hyper prévisible. En gros, tu vois le film tout venir. Tu vois vraiment tout venir. C'est assez linéaire. Il y a vraiment un ou deux rebondissements qui sont vraiment très top, mais c'est vrai que le reste est hyper linéaire. Mais comme tu le sais aussi bien que moi, linéaire, ça veut pas dire mal écrit. On se dit, ok, c'est les origines de la planète des singes, et surtout la communication du film, on voit que ça se passe qu'aux États-Unis. Alors la planète des singes, c'est un monde entier qui est peuplé par les singes. Donc est-ce qu'ils vont faire une suite des origines ou comment ça se passe? C'est prévu. Il me semble que quand on avait rencontré
Andy Serkis. Il nous avait justement parlé des suites. D'accord, donc en fait, les des origines. suites prévues. C'est donc donc là, c'est vraiment. Ça s'arrête pas pile au moment où commence le film de 68. Ah non, pas du tout. C'est vraiment les origines, le soulèvement. Voilà, en gros, c'est une petite troupe de singes qui fout le bordel. Qui fout le bordel aux États-Unis et qui après va s'agrandir, mais ça pour l'instant on ne sait pas. Ce sera dans la suite. C'est vraiment le début d'une nouvelle saga. C'est vraiment le début d'une nouvelle saga qui sera donc une préquelle au film de 1968. D'autant en plus, le réalisateur qui s'appelle Rupert Grant n'a rien fait. Voilà. Alors, les scénaristes n'ont rien fait du tout. Si ils ont fait 2-3 longs métrages dont personne n'a entendu parler. Et pareil, le réalisateur a fait un long métrage sorti en France au début des années 2000 par personne n'a entendu parler. Mais on voit quand même que aussi bien les scénaristes que le réalisateur, ils dégueulent d'amour pour le film de 1968. En fait, les bases sont vraiment là pour, comme je te disais, c'est prévisible, mais c'est pas forcément mal écrit. Au contraire, c'est très bien écrit pour des suites. Et même en film en tant que soi, c'est hyper bien écrit parce que c'est vraiment, tout est bien ficelé, les relations entre les personnages, tu vois vraiment l'évolution de César, aussi bien l'évolution de César que Will et son père qui est atteint d'Alzheimer. Donc en fait, comme son père est atteint d'Alzheimer, c'est pour ça qu'il cherche. Donc du coup, il y a une tension qui monte jusqu'à la révolte finale. Voilà, et énorme. C'est vraiment le film en crescendo, il y a un rythme de fou furieux. Ça s'arrête jamais, il n'y a jamais une seule baisse de rythme, un seul problème là-dessus. Et la fin est vraiment monstrueuse là-dessus. C'est clair qu'ils ont mis tout le paquet. Et à mon avis, pour la suite, ça réserve quand même pas mal de choses. Parce qu'en termes de spectacle, finalement, est-ce que ça claque? Ah oui, c'est du très très grand spectacle. Parce qu'on aperçoit des trucs sur le Golden Page qu'on a assez spectaculaire. Il y a quand même de la bonne Basplosion. Ah, il y a de la Basplosion avec les singes. Il y a de la Basplosion avec les singes. Est-ce que c'est réalisé comme un film nickel? Ah non, voilà, j'allais en venir. C'est hyper bien réalisé, vraiment nickel, des scènes d'action lisibles et sans ralenti. Avec des gros plans qui durent longtemps. Avec des gros plans qui durent longtemps. Beaucoup de plans fluides qui suivent le singe notamment. Il y a certains plans où ça frôle Avatar. Ah quand même. Ouais, il y a certains. C'est pas le budget d'Avatar. Sur les plans larges, c'est un petit peu lisse parfois, surtout César en fait, qui bizarrement, on voit que c'est plus CGI comparé par exemple à l'orang-outan ou le gorille qui sont surtout l'orang-outan, il m'a vraiment bluffé. Mais sur les plans rapprochés, c'est hallucinant. C'est le premier film où il se sert de combinaison de performance capture en décoré. Et voilà. Ça se voit vraiment ou est-ce que ça passe comme une lettre à la poste? Ah non, ça passe comme une lettre à la poste. Les incrustes sont nickel. Le mieux, c'est vraiment au niveau de l'émotion qu'il arrive à transmettre avec les yeux. C'est justement quand on l'a rencontré, c'est ce qu'il nous expliquait. C'est vraiment l'émotion qui passe à travers ses yeux, c'est incroyable. Parfois, tu as vraiment l'impression d'avoir un vrai singe complètement manipulateur, un singe à moitié humain en fait. Donc très bon blockbusterité, très spectaculaire. Très spectaculaire. Très bien fait. Niveau technique, nickel. Et donc la palette des singes des origines. C'est top. Allez le voir! Cette émission spéciale America is Back est désormais terminée et on l'a fini sans Lex vu qu'on a eu un petit problème de caméra la dernière fois, mais c'est pas grave, on le reverra très bientôt. Et ce mois-ci, on vous a donc parlé tout d'abord de Captain America First Avenger, dont on va tout de suite virer l'affiche française qui est horrible, voilà, c'est quand même tout de suite mieux. Ne vous fiez pas déjà à l'affiche française dégueulasse et à ce côté film de super-héros propagandiste, c'est pas du tout ça, c'est un vrai film d'aventure très typé années 80, on retrouve vraiment le feeling d'Indiana Jones par exemple, et c'est un excellent moment, on passe 2 heures de pur bonheur, et c'est le meilleur film de super-héros qu'on ait pu voir depuis les Spider-Man de Sam Raimi, voilà, parce que c'est vraiment le retour d'un héros, voilà, sachant que quand je dis ça, je ne considère pas les Batman de Christopher Nolan comme des films de super-héros, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas des films de super-héros, parce que j'en vois déjà au fond en train de s'étouffer, ne vous inquiétez pas les gars, c'est pas le même genre de cam, mais putain, c'est un pur bonheur durant 2 heures, donc ne manquez pas Captain America, ce serait franchement dommage. Ensuite, Marc vous a parlé d'une autre adaptation de comic book avec Cowboy et Envahisseur, Cowboy et Aliens. Bon, apparemment c'est un bon divertissement, c'est vrai qu'il y a un petit côté, encore une fois, années 80, avec 2 acteurs excellents.
C'est pas une grande tuerie, mais ma foi, ça a l'air de remplir son statut de blockbuster estival sans souci. John Favreau est quand même un beau faisant maintenant qu'il a les mains libres, après avoir été un petit peu embêté aussi par les studios Marvel. Et enfin, le dernier film, c'est évidemment La planète des singes et les origines. Techniquement monstrueux, visiblement, et apparemment un très bon film aussi. Encore une fois, c'est Alex qui nous en parlait, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore vu. Mais bon, avec on en dit du bien, et il y a de quoi le croire, parce que c'est vrai que ça a quand même l'air hallucinant. Donc, encore une fois, un bon blockbuster estival. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant, et c'est franchement une bonne nouvelle. Rapidement, pour les DVD qui sont sortis ce mois-ci, on vous signale la sortie de The Fighter, qui avait eu l'Oscar pour le meilleur acteur pour Christian Bale, qui joue notamment dans Batman. Un des meilleurs films de l'année, encore un film de boxe américain, un film très classique, très américain, mais très réussi de par l'environnement dans lequel on est vraiment plus profond des États-Unis et ça dégage vraiment un folklore assez spécial et qui donne pas mal de charme au film. Et en plus, la mise en scène des fights est quand même hallucinante. Daniel Rossel a fait un travail excellent, ne serait-ce que pour la dernière scène, le dernier combat, qui est d'une intensité folle, peut-être une des scènes de fin les plus folles qu'on ait pu voir, les plus intenses qu'on ait pu voir cette année. Ça mérite franchement le détour, donc ne vous fiez pas à son apparence d'énième Rocky à la con, ça vaut vraiment le détour. Et ensuite, en comic book, on les a pas. Il y a d'abord, si vous voulez lire du Captain America, évidemment, pas de Comics, mais le paquet, on les comprend. Avec 2 tomes de Captain America, un resituant les premiers épisodes de Captain America dans le pays de suspense, évidemment par Stan Lee et par Jack Kirby. Donc si vous voulez lire du Captain America old school, c'est l'occasion. Et sinon, un Captain America dessiné par John Cassaday. Voilà, une petite lecture si vous avez envie de lire le Captain America. Et on signale aussi la sortie chez Delcourt de Rocketeer, on vous en a parlé dans la critique de Captain America parce que ça avait été adapté au cinéma par Joe Johnston, dans un film d'ailleurs très sympa. Donc si vous tombez sur le DVD, allez-y. Et Rocketeer, c'est une œuvre culte de Dave Stevens, c'est vraiment un point de la bande dessinée américaine. Bon, c'est pas aussi important qu'un Watchmen par exemple, mais c'est une BD qui a fait part des délais et qui a marqué une époque. C'est un grand artiste et c'est une version colorisée. Dave Stevens est décédé malheureusement, mais il avait choisi la coloriste avant son décès, donc c'est la coloriste choisie qui a fait le travail. Et c'est une très très bonne œuvre, une œuvre de renommée. Ça mérite aussi le détour, donc Rocketeer chez Delcourt. D'ici là, nous on se retrouve le mois prochain. Donc on vous souhaite un bon mois d'août. Allez au cinéma évidemment, allez voir Captain America en famille, ça vaut franchement le détour, très bon divertissement. Et on se retrouve le mois prochain pour normalement une spéciale en direct de l'étrange festival, ça risque d'être super classe. Et évidemment, pour terminer, je ne pouvais pas finir cette émission sans le crier une bonne fois pour toutes, America, fuck yeah! Non. Il y a une suite. Il y a un à tout passer, et le gros point noir. C'est le singe qui tombe de l'école. Et le gros point noir, c'est. Il est beau, hein. Faut prendre ça, le singe. D'ailleurs, il est en train de nu. Par terre, qui est tombé par terre, qui est placé. Comme le singe.